Nous sommes le 31 mars, dernier jour du mois consacré aux revendications de droits de la femme. Plusieurs activités ont marqué cette journée. On en parle dans un instant dans ce journal. Tous les déchets plastiques n'auront plus de place à travers la ville. On tend vers une ville propre. Une usine de recyclage des outils en plastique va être implantée à Kinshasa. Le projet est du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Dans ce journal, nous irons dans les champs. Nous allons voir Aboukang Alonso, le travail abattu par les femmes agronomes. Elles ont sémé le maïs blanc. 7000 tonnes de maïs seront bientôt récoltées. Madame, Messieurs, c'est le sommaire de 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné ce matin le pays. Après un bref séjour au Qatar, le président de la République a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités sur place à Doha avant de quitter. Patrick Michel Moukoui nous en parle. Ils étaient une trentaine à prendre part aux travaux de ce forum d'affaires à Doha. Ce rendez-vous, voulu par le président Félix Antoine Tshisekedi, ne visait qu'un seul objectif, établir un contact direct entre hommes d'affaires congolais et qataris. Mohamed Bin Hamad, vice-président de la Chambre de commerce qatari qui prend la parole en premier, remercie et félicite le chef de l'État pour son ouverture aux investissements qataris. Félix Antoine Tshisekedi, qui a lancé les travaux, a, outre la présentation des opportunités d'affaires, rassuré ce potentiels investisseurs des facilités leur accordées par l'État congolais, beaucoup plus pour la protection de leurs investissements. Nous améliorons notre appareil judiciaire pour qu'il soit de plus en plus rassurant, qu'il protège les intérêts des investisseurs et qu'il rassure de plus en plus ceux qui viendront dans notre pays sur une justice qui soit crédible, parce que nous avons eu également des problèmes avec ça. Et évidemment, nous nous battons bec et ongle. J'en ai parlé d'ailleurs à l'émir Tamim, qui a été très réceptif et très chaleureux d'ailleurs à mon égard, pour lui dire que nous sommes très soucieux de la situation sécuritaire dans le nord-est de la République et nous voulons redoubler d'efforts pour éradiquer tous ces groupes armés qui opèrent dans une région qui est un des fleurons de notre République, qui est une des régions qui peuvent susciter cet intérêt des investisseurs et qui en ce moment est la proie à des violences inutiles et inexplicables. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et celle de nos amis, nous arrivons à éradiquer tous ces groupes armés et à rendre ce pays prospère, pacifique et accueillant comme l'est notre population. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec de présentations et discussions pertinentes conduites par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo. Les assurances de Félix Antoine Tshisekedi ont eu effet immédiat auprès des investisseurs. Les contacts pris ont donné lieu à une série de réunions annonçant des résultats concrets dans un futur très proche. Dans un autre cadre, les membres du Qatar Leadership Academy ont échangé avec le président de la République sur différents sujets, notamment la Covid. Le président en exercice de l'Union africaine qui a expliqué comment les pays africains se sont organisés pour faire face à la crise de la Covid a aussi plaidé pour un désendettement de ceux-ci afin de les permettre de mieux gérer les effets de la crise. Le gaz en République démocratique du Congo, nous en avons et il y a moyen en l'exploitant d'en faire un gaz de consommation pour les foyers. Des défis environnementaux, Félix Antoine Tshisekedi a lancé un appel aux investisseurs pour aider les pays africains à développer de technologies afin d'aider les populations pauvres qui utilisent encore les bois et protéger les forêts africaines. Vous avez là suivi une session de jumelage présidée par le chef de l'État sur place au Qatar. Les hommes d'affaires congolais qui ont fait les déplacements de Doha ont eu de contacts sérieux avec leurs nouveaux partenaires qataris. On revient sur une série d'audiences que le chef de l'État a accordées sur place avant de regagner la capitale. Le séjour du chef de l'État congolais à Doha a donné lieu à un engouement massif des investisseurs qataris, tous désireux de poser leurs valises dans le pays de Félix Antoine Tshisekedi.
Entre deux journées, des hommes d'affaires se sont bousculés pour être reçus par le président de la République. Parmi eux, les responsables du Fonds souverain du Qatar, une structure qui gère plus de 295 milliards d'actifs véhicules d'investissement de l'État du Qatar, principal investisseur dans les plus grandes sociétés comme Google, Glencore ou encore Microsoft. Ce Qatari et le chef de l'État ont discuté sur le projet de développement de ports maritimes de Kinshasa, Boma, Matadi et l'électrification de la RDC par le Fonds Mwinda, ainsi que le projet Sky Power, mais également partager de connaissances pour la création d'un fonds souverain pour la RDC. Avec le président du groupe Qatar Petroleum, il était question de discuter sur la possibilité d'un partenariat dans le renforcement de capacités et support dans la mise en valeur des sites Greenfield pour le gaz et le pétrole, ainsi que la création d'un contenu local. Les responsables de Qatar Leadership Academy Center ont fait avec le chef de l'État une description de l'expérience transition politique pacifique de la RDC avec un accent sur l'importance de la non-violence et le support pour la mise en place de partenariats avec la RDC dans les secteurs de l'éducation, la culture et le leadership. Satisfait des résultats de ces contacts au terme d'un séjour de 72 heures à Doha au Qatar, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné dans la soirée de mardi 30 décembre son cher et beau pays, la République démocratique du Congo. On revient à Kinshasa. Je l'ai dit en début de ce journal, plus de sachets à travers la ville. Kinshasa, une ville propre, sans outils en plastique dans les rues. Une usine va bientôt voir le jour. Elle va se consacrer totalement au recyclage de déchets. C'est le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, qui l'a annoncé. Guillaume Coucou. Difficile, très difficile même pour maintenir la propriété dans la ville-province de Kinshasa, surtout avec des tonnes et des tonnes de destructus que charrient les eaux de pluie, en plus de notre mauvaise habitude de nous laisser prendre à tout verser dans les caniveaux, sinon dans nos petites rivières. Les emballages en plastique, parlons-en. Surtout les bouteilles et les sachets ayant contenu de l'eau qui s'avale à chaque endroit. L'on sait que Kinshasa mène une lutte acharnée contre l'insalubrité, malheureusement qui achoppe à plusieurs paramètres. Mais enfin une nouvelle, disons plutôt la très bonne nouvelle. Une entreprise congolaise s'offre un défi, celui de tout recycler. Il s'agit ici de recycler le sachet et les bouteilles en plastique. La nouvelle a été annoncée avec bonheur par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, et cette annonce tient la route. Kinshasa vient de se doter d'usines spécialisées pour le recyclage. Leur capacité est même étonnante, entre 10 et 50 000 tonnes par jour, ce qui redonne une nouvelle vie à ces emballages en plastique. J'invite les Kinoises et les Kinois d'aller là où il y a des conteneurs Kintoko, des conteneurs Kinbopeto, et d'amener leurs marchandises. C'est devenu une marchandise. C'est devenu un produit commerçable, des bouteilles qu'on trouve par terre, un peu partout à travers la ville. Ces bouteilles sont devenues aujourd'hui des produits commerçables. L'on retiendra donc que la propriété de la ville de Kinshasa ne sera plus un défi. C'est plutôt un appel à la conscience des habitants de Kinshasa, ramasser et orienter vers les structures appropriées. Et tout le travail mérite salaire, comme l'a dit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Les dividendes devront accompagner ce travail. Kinshasa, levez-vous le grand matin, ramassez le plastique en sachet ou en bouteille. C'est une main-d'œuvre abondante et les dividendes suivront. Le déchet plastique, on en parle encore. Ils sont un problème, mais en même temps une solution. Le recyclage de ce déchet va permettre l'assainissement de l'environnement. Propos du ministre de l'Environnement lors de sa visite d'une usine de recyclage à l'église du Christ au Congo. Lopez Kakouba nous en parle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à la protection de l'environnement, mais aussi à l'assainissement des milliers de vies de sa population. C'est dans cette optique que le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a effectué le lundi 29 mars 2021 les déplacements à l'école Chaoumba pour voir le projet de recyclage et de transformation des déchets plastiques et sachets en matériaux de construction tels que les pavés et autres.
c'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Nous allons, avec l'Église du Christ au Congo, faire un lobbying pour que les partenaires qui veulent protéger l'environnement en République démocratique du Congo mettent leurs mains à la pâte. Ce projet ne nécessite pas beaucoup de conférences ni de séminaires, mais nécessite qu'il y ait des machines qui soient achetées pour assainir Kinshasa, donner des emplois à la jeunesse de Kinshasa. Les déchets plastiques, comme je ne cesse de le dire, sont à la fois un problème et une solution. Nous venons de constater qu'ici, les déchets plastiques ont contribué à fournir des dallettes qui peuvent durer jusqu'à 100 ans, comme dire le plastique. Et donc nous allons intéresser les membres du gouvernement dans ce secteur, à savoir les ministères des infrastructures, afin que les vice-premiers ministres passent par ici avec moi, voir ce que nous pouvons faire avec ces Congolais qui s'adonnent à rendre notre ville propre, à donner des emplois à notre jeunesse et à fournir des matériaux de construction dont nous avons besoin parce que le pays est en pleine reconstruction. Les déchets plastiques sont un problème et en même temps une solution. Leur traitement est une source de l'emploi et des matériaux de construction, dit le ministre de l'Environnement lors de sa visite. 35 km de route à Kananga, 25 km en Mbuji-Mayi seront modernisés. Nos reporters ont fait le tour de la ville pour un état des lieux de route. Le constat est très amer, vous allez le voir. La population implore le chef de l'État pour que les travaux lancés soient exécutés dans un bref délai. Robert Ndaye. Ville située au centre de la République démocratique du Congo, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Deuxième ville du pays en termes de population. Mbuji-Mayi, autrefois capitale mondiale du diamant, meurt. Les infrastructures se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les routes quasi inexistantes rendant difficile la circulation de la population. Les dernières couches de bitume remontent depuis 1954. En Mbuji-Mayi, des questions de fond sont soulevées sur la politique du gouvernement provincial et national relative à l'entretien routier. Que faire pour relever ces défis? Une question sur toutes les lèvres de la population. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y apporte une réponse claire à travers son initiative personnelle avec le projet Tshilé-Gelou. Avec l'arrivée de notre projet Tshilé-Gelou, nous avons l'espoir que ça va y aller. Aux côtés des mauvais états de route, il y a le phénomène des érosions qui menace la ville de Mbuji-Mayi et risque de faire disparaître la ville de Mbuji-Mayi sur la carte si rien n'est fait. Quelques heures seulement après le lancement des travaux de modernisation et réhabilitation des routes, 25 km au total pour une durée de 36 mois, le directeur général adjoint de CREC7, Dr Stéphane Mundadi, a fait la ronde de la ville pour se faire une idée exacte de l'état de délabrement des routes périphériques. Et une visite d'inspection sur les avenues ciblées sur les projets Tshilé-Gelou, notamment l'avenue Lusambo, avenue des Écoles, Odia David, avenue Tchalamouana, Lumumba, Kasengulu, Kalamba-Nzevu. Le directeur général de CREC7 fait un constat amer et rassure quant à la bonne exécution des travaux. Ce que nous faisons ici, à Kinshasa, on appelle ça des collecteurs. On fait des caniveaux plus grands, presque 1,70 m sur 1,60 m, parce que le mouvement de l'eau est très important ici. Et puis collecter l'eau très loin pour que ça puisse aller jusqu'à là où on doit les évacuer. C'est pour cela qu'il n'y a plus de route à Mbuji-Mayi depuis le temps belge. Pour la population de Mbuji-Mayi, c'est un ouf de soulagement. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, une dangereuse tête d'érosion nouvellement apparue à la suite des fortes pluies menace de couper l'avenue Mbouelou dans le quartier Matadi-Mayo du reste de la capitale. Les habitants de ce quartier plaident pour la construction de caniveaux afin de lutter contre cette érosion. Serge Mata nous en parle. Nous sommes au quartier Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula. Ici, l'avenue Mbouela est en voie de disparition. En cause, une dangereuse tête d'érosion des sols s'est développée et créée, menaçant de couper ce coin du reste de la capitale. Il s'agit d'un ravin qui avance depuis plusieurs années à un rythme alarmant et de tomber des fortes pluies. La libre circulation des personnes et de leurs biens ainsi que des poteaux électriques sont en passe d'être emportés et compromises. Selon Kimbondo Pierre, l'un des habitants de l'avenue Mbouela, l'inexistence de la canalisation est à la base de ces processus de dégradation. Tout le monde, la foule est presque dans une terre sablonneuse. Alors c'est ce qui a fait qu'une bonne quantité d'eau
qui vient d'en haut. La pente commence à partir de l'arrêt qu'on appelle carrière. Et toutes ces eaux-là arrivent juste vers le bas, juste là où nous sommes. Pour Kambamba, Benamaou, chef de la localité du quartier Matadi-Mayo D, son office a déjà déposé un rapport quant à ceux aux autorités pour les venir en aide, avant d'indiquer qu'entre-temps, cette entité territoriale travaille avec des moyens du bord pour tenter de maîtriser l'évolution de ces trous béants. Depuis 2013, c'est depuis 2013 que ces ravins a commencé. Nous sommes en train de souffrir ici. C'est comme si vous nous avez oubliés. Nous demandons votre assistance, car c'est avec votre aide que nous allons réussir à limiter cette érosion, ses effets et ses conséquences. Je souhaite voir débuter les travaux de lutte anti-érosive. Ainsi, au-delà des grands travaux de lutte anti-érosive à réaliser sur ces sites, une sensibilisation s'avère donc nécessaire pour la protection de cet environnement dépourvu d'un système de canalisation des eaux de pluie. Et au ministère du Plan, l'atelier de renforcement de capacité de la plateforme de gestion de l'aide et des investissements a fermé ses portes hier. Élisée Minemboé a clôturé les travaux avant de réceptionner quelques matériels informatiques destinés à son ministère. Peggy Mukunda nous en parle. Après la formation de l'équipe de l'administration et des informaticiens à Dakar au Sénégal pour le renforcement des capacités de la plateforme de gestion de l'aide et des investissements au PGAI du ministère du Plan, c'est le moment de promouvoir et de relancer durablement le processus informatique qui permet de mieux gérer et de suivre avec plus d'efficacité les ressources tant internes qu'externes affectées au développement économique et social du pays. Pour garantir un accès continu, stable et durable de cet outil, la PGAI vient de bénéficier des matériels informatiques, dont remis entre les mains du vice-premier ministre au ministre du Plan, Élisée Minemboé Tamukumwe, par les bailleurs, je cite, l'agence du gouvernement coréen, COICA, et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. À noter que, bien avant cette remise, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment la mise à jour du système, importation des données, la mise en place du tableau des bords pour le suivi intégré du plan national des stratégies du développement, des ODD et des New Deal. Ajoutez à cela les sites web du ministère du Plan. Permettez-moi de rappeler que la plateforme de gestion de l'aide et des investissements est l'outil du gouvernement pour capter les flux de l'aide au développement. Et comme tout système informatique, nous sommes maintenant fiers d'avoir la PGAI non plus comme une simple base de données, mais comme un outil complet d'aide à la décision qui peut être bénéfique pour les différents acteurs avec un accès confortable. Fini avec les contraintes majeures qui bloquaient le fonctionnement de la PGAI, nous devions améliorer notre politique de gestion pour permettre à la PGAI de tracer toutes ces informations, a martelé Élisée Minemboé à l'Auguste Assemblée. Nous recevons sur ce plateau M. René Ngongo. Bonsoir M. René Ngongo. Vous êtes rapporteur au Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. La session d'avril s'ouvre demain. Bonsoir madame. Effectivement, je viens confirmer l'ouverture de la session d'octobre, la session ordinaire qui s'ouvre demain. Vous avez un appel à lancer à tous vos collègues qui ne sont pas effectivement, sur place. Surtout nos collègues qui sont encore à l'intérieur. Je confirme que les billets sont disponibles pour qu'ils puissent rejoindre Kinshasa dans les meilleurs délais, parce qu'après l'ouverture solennelle, par les discours d'ouverture du président du Conseil économique et social, très vite nous allons reprendre nos activités habituelles au Conseil. Évidemment, il y a d'abord les arriérés, parce que lorsque nous avons clôturé au mois de décembre, il y avait des avis qui étaient arrivés à maturité mais qui n'étaient pas présentés. Il y a deux avis, un avis sur la régulation de la circulation routière et renaissance de la contravention routière, mais aussi un avis sur, là c'est la commission ECOFIN qui va finaliser cet avis, et l'éducation des bases en RDC comme clé du développement, du changement et principal ascenseur social, rétrospective et perspective. Ça c'est la commission éducation. Évidemment, ça, ce sont les arriérés.
Il y a d'autres matières, cette session étant essentiellement budgétaire. Nous allons travailler sur les budgets 2022, mais aussi, comme nous étions en intercession, le bureau va présenter les rapports d'activité et de la gestion pendant l'intercession. Il est prévu des séances académiques, c'est l'occasion où les conseils recourent à de l'expertise de haut niveau pour échanger sur des questions d'actualité, des questions ayant trait à la gouvernance, à la conjoncture économique, à la question du secteur minier. Il est prévu aussi que nous puissions aborder des questions sur l'agriculture. Après cet aspect sur les échanges pour avoir des informations supplémentaires par rapport à nos travaux dans les commissions, il est prévu de finaliser les plans stratégiques du Conseil économique et social durant cette deuxième mandature qui a commencé en 2020 et qui se termine en 2024. Évidemment, au-delà de ça, les commissions ont travaillé pendant l'intercession. Ces commissions vont continuer à travailler. Il y a des matières nouvelles qui nécessitent un examen approfondi en commission. Et la troisième catégorie, c'est des matières qui ont été abordées pendant les autres sessions qui seront finalisées durant cette session pendant les 2 mois. Voilà globalement les types d'activités que nous allons faire pendant les 2 mois des sessions qui sont des mois intenses d'activité au sein du Conseil économique. Merci, monsieur le rapporteur. Nous rappelons que la session s'ouvre demain. Ça sera dans la salle... salle du spectacle au Palais du Peuple. C'est à quelle heure? À partir de 10h et il est prévu la fin de la cérémonie à 12h. Voilà, madame, monsieur, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, pour annoncer l'ouverture de cette session. Madame, monsieur, nous rappelons que nous... Poursuivant ce journal, une centaine de Koulouna ont pris la direction de Kanyama-Kasese aujourd'hui. C'est les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise Silvano Kassongo qui les a accompagnés à l'aéroport international de Njili. Une 4e vague constituée également des femmes. Oscar Mbal. Mise en place terminée au commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Des Koulouna visiblement satisfaits. Après identification, des centaines de délinquants communément appelés Koulouna, parmi eux des femmes, ont pris place à bord de ces camions militaires. Direction l'aéroport international d'Njili. Tout le long du parcours, les cortèges du général Silvano Kassongo de la PNC Kinshasa et du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik du service national ont reçu des salves d'applaudissements de la population qui a salué cette initiative de lutte contre le banditisme et la criminalité urbaine. Habillés en tenue des bâtisseurs, ces Koulouna qui seront bientôt transformés en agents de développement ont embarqué à bord de cet avion affrété vers le centre pilote de Kanyama-Kasese. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise ville de Kinshasa circonscrit les faits. C'est le sentiment de satisfaction. Nous devons continuer. C'est la 4e vague, il y aura la 5e, la 6e. Nous avons l'appui du commandant suprême qui nous donne les moyens pour puisse les acheminer. Faire des Koulouna des bons citoyens au service de la nation, en tout cas, c'est l'objectif poursuivi par cette vaste opération. Nous ne cesserons de le répéter. Ces jeunes gens ne vont pas en prison, mais ils ne vont pas aussi loger dans un hôtel à 5 étoiles. Ils vont subir un encadrement, une formation. N'étant pas un roi, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement, ils vont être utiles à la société. Cette 4e vague de transfèrement des délinquants intervient 2 jours après l'envoi de 300 autres Koulouna qui sont bien arrivés et installés à Kanyama-Kasese. 500 mètres de câbles volés, les inciviques ont encore frappé la Société nationale d'électricité à Lubumbashi. Conséquence, plusieurs quartiers dans le noir, y compris l'université de Lubumbashi. Le directeur provincial de la SNEL déplore le dégât. Edith Chala. La prison et les sites universitaires de Kassapa, les quartiers Gambela 1 et 2, régis des eaux pompages, sont dans le noir.
La cause, 500 mètres de conducteurs en cuivre de la Société nationale d'électricité SNEL SA ont encore été cannibalisés. Un désastre qui commence à passer comme un fait banal. En plein centre-ville de Lubumbashi, des inciviques en bande organisée opèrent en toute tranquillité et quasi quotidiennement. Il y a lieu de penser à des complicités dans les milieux de ceux qui doivent sécuriser ces infrastructures. 6 pylônes se sont effondrés du numéro 59 au numéro 64 des suites du vol dans la nuit du 29 au 30 mars. Les autorités politico-administratives du Haut-Katanga, en commençant par le gouverneur, ont beaucoup de priorités, mais le vol répété des câbles SNEL semble sorti de leur agenda. Sans électricité, le développement est impossible, et ça tout le monde le sait. Nous avons vécu le vol de conducteurs de cuivre depuis la nuit d'hier. Donc c'est des choses que la SNEL déplore, puisque ces actes d'incivisme non seulement se répercutent sur les recettes de la SNEL, mais aussi sur l'économie du pays et le développement et le bonheur de tout le monde, quoi. Le couvre-feu n'est pas très innocent à cette destruction programmée de SNEL. Les voleurs ont certainement un débouché. Les services de sécurité doivent se mouvoir pour protéger ces équipements capitalistiques qui coûtent les yeux de la tête au gouvernement, seul actionnaire dans SNEL SA. Le directeur général adjoint de LMC a séjourné pendant 22 jours dans la province du Congo central pour s'imprégner de l'état de l'armement national dans ce coin du pays. Chimène Dondo nous en parle. Le directeur général adjoint de ligne maritime congolaise, LMC en sigle, Jean-Claude Mukendimbi Amwenza, en séjour de travail à Boma, a dévoilé devant les engins et cadres de cette entreprise le plan triennal de relance 2021-2023. À l'occasion d'une cérémonie de réception de sa délégation lundi au bureau administratif de Boma. Ces plans est axé sur 7 points forts, à savoir la mise en place de la structure organique, la mise en place des effectifs qualifiés pour booster le rendement de personnel, la promotion en grade des agents, l'engagement de nouvelles unités en vue de rajeunir l'effectif et faire face aux vagues de sortie des agents dus aux retraites et aux mutations vers de nouvelles zones d'exploitation et la présence périodique de la direction générale dans les directions d'exploitation pour palper leur réalité, a relevé Jean-Claude Mukendimbi Amwenza. Il consiste ensuite à faire de la ligne maritime congolaise un transporteur maritime multimodal et régional au service de la RDC. Toujours dans le cadre de cette relance, LMC va lancer 4 nouvelles lignes. Avant de confirmer que l'LMC attend d'être doté par le gouvernement congolais, grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un navire en propre afin de desservir la République démocratique du Congo et marquer sa présence effective sur la flotte. Jean-Claude Mukendimbi Amwenza a, après avoir remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de relance des entreprises publiques, exhorté les agents et cadres de cette entreprise à appuyer les efforts de leur direction générale par un travail responsable afin de rendre effectifs ces plans de relance, car, a-t-il reconnu, seul on ne peut relever ces défis. On reste dans le Congo central, un accord de collaboration qui porte essentiellement sur le dragage du bief maritime entre les villes de Matadi et de Boma vient d'être signé. La Congolaise des voies maritimes et la Fédération des entreprises du Congo ont signé cet accord de partenariat pour matérialiser ce projet. Plus de détails avec Cédric Kenina. Améliorer la navigabilité dans les biefs maritimes du fleuve Congo dans l'idée hautement sociale de permettre aux navires de haute mer de desservir en toute sécurité les ports maritimes de Boma et de Matadi, c'est le but poursuivi par ces contrats de collaboration entre la Congolaise de voies maritimes et la Fédération des entreprises du Congo. Dans la pratique, les modalités de collaboration reposent sur 2 axes. L'appui à l'exécution des travaux de dragage, l'acquisition d'une drague neuve ainsi que des équipements connexes. Les 2 parties ont été représentées pour la FEC par l'administrateur délégué Kimona Bonongue et la CEVEM par Madame le directeur général. C'est que cette drague fonctionne bien et à tout moment, qu'il n'y ait pas manque de moyens, manque de pièces de rechange, manque de carburant, mais qu'il y ait, in fine, l'achat d'une 2e drague
pour permettre à la CVM de faire correctement son travail. Ici, nous parlons de, je vous ai dit, c'est une question fondamentale. Si on ne le fait pas, le bief maritime congolais va être bouché par le sable et aucun bateau, peut-être les pirogues pourront encore entrer, mais les bateaux, le grand navire, ne pourront plus rentrer sur Matadi. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord qui va assurer à l'entreprise des recettes supplémentaires pour pouvoir lui permettre donc de continuer à assurer sa mission au moindre coût pour l'économie du pays. Un contrat de collaboration qui fait suite à la demande du Premier ministre qui entend faire de la CVM un outil économique au bénéfice de la communauté, et cela à travers un partenariat public-privé avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC. On parle de la clôture du mois de mars, mois dédié aux revendications de droits de la femme. Les femmes de l'Agence congolaise de l'environnement ont clôturé le mois de mars par une conférence débat, une occasion pour elles d'échanger sur leur rapport dans le combat pour le positionnement des femmes en famille et en milieu professionnel. Reportage. Le mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, touche à sa fin. Il aura été un mois mobilisateur pour les femmes du monde entier qui se sont retrouvées en atelier, en conférence pour réfléchir sur leur situation. En République démocratique du Congo, on notera également plusieurs activités qui ont mis autour des tables les femmes de toutes les couches sociales. En ce 31 mars, dernier jour du mois de la femme, les femmes de l'Agence congolaise de l'environnement ont tenu une conférence débat autour du thème choisi cette année. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Elles ont également échangé sur leur apport dans ce combat pour le positionnement des femmes en famille comme en milieu professionnel. L'Agence congolaise de l'environnement, au travers de la direction générale, sensibilise par ces femmes que la maladie à Covid-19 est une maladie qui tue, raison pour laquelle nous qui sommes environnementalistes, nous avons des mesures à prendre d'une manière générale, d'abord des gestes barrières qui sont prônés par le chef de l'État, mais aussi en tant que femmes environnementalistes, nous avons des mesures que nous devons respecter et faire respecter pour l'éradication de cette maladie. Dans ce contexte dominé par la Covid-19, ces femmes estiment avoir donné le meilleur d'elles-mêmes et proposent la même chose à leurs pairs. 7000 tonnes de maïs seront bientôt récoltées. Les femmes agronomes ont cultivé les maïs blancs sur une superficie de 1500 hectares. Malgré les manques criants des pièces de rechange des tracteurs, manque d'accessoires, les programmes agricoles d'urgence d'intervention post-Covid a gardé le cap. Sandra Niangue Charmant-Lelo signe ce reportage. Les sémailles auront pris 39 jours, soit du 20 septembre au 29 octobre 2020, sur une superficie de 1500 hectares répartis en 3 blocs, 541, 390 et 649 hectares sur le site de Bukangalonzo. Pour cette saison expérimentale, le maïs variété SC319 ou maïs blanc a été ensémencé. Les difficultés dues au manque d'accessoires, de pièces de réchange des tracteurs et de transport d'agronomes pour les champs n'ont pas entamé la détermination des équipes du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19. En ce mois de mars, c'est encore une preuve éloquente de la compétitivité de la femme dans tous les domaines de la vie nationale. Des agronomes femmes qui permettent à ces jours d'attendre de ces champs près de 7000 tonnes de maïs. Que les chefs de l'État viennent récolter les maïs à Bukangalonzo, qu'ils voient ce qui se passe ici à Bukangalonzo. Le dommage causé par le retard du financement au moment de ces mailles devrait à tout prix être évité en ce moment de moisson. C'est un cri de cœur de la coordinatrice adjointe en charge de l'exploitation et de production du programme. Nous plaidons à ce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le chef du gouvernement, qui puissent en tout cas nous soutenir et nous donner la main forte. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en pleine récolte et nous demandons à ce que le ministre de l'Agriculture, qui nous a toujours soutenus, d'avoir encore beaucoup de regard à notre égard, afin que nous puissions continuer notre travail jusqu'à la transformation et à la vente de tout ce que nous produisons.
Si la volonté y a, la possibilité de garantir la sécurité alimentaire au peuple congolais n'est pas un mirage. Elles sont venues de plusieurs juridictions de la capitale. Les femmes magistrats ont clôturé sur une note très satisfaisante le mois dédié à la femme. Plus de détails, Cédric Kenina. Droits de la femme congolaise, certains devront être minutieusement étudiés par les femmes de droit avant toute condamnation. Telle a été la décision prise par les femmes magistrats du ressort du parquet général de Kinshasa-Matete à l'occasion de la cérémonie de clôture du mois de la femme. Venus du parquet général, parquet de grande instance de Matete Njili Kinkole, ainsi que du parquet près les tribunaux de paix de Lemba, Matete Njili et Kinkole, ces femmes magistrats du ressort de Matete, au nombre de 40, ont décidé de célébrer et clôturer le mois de la femme sous forme d'un atelier de réflexion. Loin de leur toge, mais en uniforme pagne, juste pour marquer l'unité dans la lutte des droits de la femme magistrat est appelée à l'excellence pour impacter sa société pendant ce temps de Covid. Telle a été l'intervention de Mme Marie Chibanda Kalenga, tirée du thème international Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19 pour conscientiser ses pairs. Les droits de la femme étant des droits humains, mais beaucoup plus revendiqués, Mme Ikabu Mujinga Bebia, substitut du procureur général, a jeté la pavée dans la mare avec un thème interpellateur, la problématique des droits de la femme, auteur d'une infraction en phase tant pré-juridictionnelle que post-juridictionnelle. Nous jugeons nos semblables, c'est-à-dire jeunes filles et femmes, d'où il nous faut de la sagesse et des techniques, a-t-elle insisté. Dans un exposé magistral, Mme Bebia Ikabu a évoqué un exemple frappant, la condamnation d'une femme enceinte et qui accouche à la prison dans des conditions parfois inhumaines. Que doit faire une femme magistrat devant un tel dossier sous d'autres cieux? La femme est prise en charge alors en RDC. Sur les champs, le procureur général du parquet de Kinshasa-Matete a promis de placer des garde-fous. Le substitut ou la substitut du procureur général IBM qui a pris le courage de parler de la circulaire, de la préparer à mon intention et je la signerai. On va faire innovation dans notre ressort pour que dorénavant, en interrogeant les femmes, vous puissiez vous rassurer qu'elles ne sont pas enceintes. C'est un élément très important parce que vous risquez ainsi de traiter une femme sans considérer qu'elle est porteuse d'une grossesse, qu'elle porte une vie qu'il faut protéger. La cérémonie de clôture du mois de la femme pour les femmes magistrats du ressort de Matete a connu une réussite totale. L'ambiance a été festive. Matinée de plaidoirie parlementaire, la journée a connu la participation du président de la CENI, Corneille Nangaa. Reportage. Les élections sont-elles encore possibles dans le délai constitutionnel dans notre pays au regard des contraintes de divers ordres auxquelles il fait actuellement face? C'est à cette question et à bien d'autres que le participant et les orateurs assemblés ce 30 mars au centre interdiocésain de la Cinco ont tenté de répondre. Le secrétaire général de la Cinco, Laben Cholet, a mentionné la nécessité d'identifier les priorités législatives, question de baliser le chemin d'un processus électoral apaisé en RDC. Notre vœu est de vous avoir, au terme de cette matinée de plaidoyer parlementaire, des idées claires sur la faisabilité des élections améliorées par rapport à celles du passé, malgré le temps relativement court qui reste. Cette matinée d'échange d'informations que l'Ordre national des experts électoraux a mis en route avec le bureau de liaison parlementaire de la Cinco a offert l'occasion aux députés nationaux du groupe de 13, les honorables Jacques Njoli et Patrick Mouyaya, puis au président de la CENI Corneille Nangaa, de développer leurs arguments. Comme lors de ses récentes interventions, le patron de la centrale électorale a plus insisté sur la proposition des réformes et en valeur de renforcer l'indépendance de la CENI. Corneille Nangaa a fait des propositions pour être au rendez-vous à l'Assemblée nationale. Préserver la mémoire institutionnelle de la CENI à l'expiration du mandat de ces membres en vue de la pérennité de l'expérience managériale et de l'expertise électorale. Nous sommes fin mandat, les 13 membres vont sortir, les 13 autres vont venir et très souvent, c'est des fois des gens qui n'ont pas l'ABC des élections. C'est un vrai problème pour la mise en route du chemin critique. Dans tous les différents panels organisés au cours de ces plaidoyers parlementaires, il s'est dégagé la nécessité de valoriser la surveillance citoyenne permanente dans ce processus électoral. Développement rural à présent, Guy Mikulu a inauguré quelques forages d'eau dans la province de Kwilu, comme nous dit Rodé Panda dans ce reportage.
Sortie d'un robinet n'est jamais entrée dans ces bidons vides. La population recourt à l'eau de la rivière impropre à la consommation avec toutes les conséquences des différentes maladies. L'accueil chaleureux et la joie augmentée réservée au ministre Guy Mikulu Pombo par la population est synonyme de l'offre en eau potable qu'il apporte. C'est l'effervescence totale dans ces coins de la province du Kwilu. À partir des villages Belemiese, suivis des Zaba, Vanga et Djouma, dans les territoires de Boulungu, Guy Mikulu Pombo a inauguré plusieurs réseaux de distribution d'eau propre à la consommation, dont les travaux ont été supervisés par l'ONHR, Office national de l'hydraulique rurale. Une fois de plus, Guy Mikulu Pombo a lié l'acte à la parole, preuve de son désir ardent de matérialiser la vision du chef de l'État centrée sur le développement à la base. Ici, dans le territoire de Boulungu, il y a 3 lots qui sont réalisés. C'est le premier lot, c'est celui-ci, où on a fait plus de 3000, une adduction d'eau avec plus de 3000 mètres de refoulement et un réseau de plus ou moins 900 mètres pour distribuer de l'eau dans comment on appelle ça, la commune rurale de Djouma. Quelques notables et responsables de la société civile de ces différents villages bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Distribuer de l'eau potable à Djouma, qui est une cité en émergence, c'est vraiment contribuer au bien-être de la population et nous sommes très contents et très satisfaits de cela. Même si nous devons dire que ça ne suffit pas encore, ce que le ministre a fait est beaucoup, mais nous devrons continuer pour que toute la population soit alimentée en eau potable. Certes, le gouvernement est démissionnaire, mais les Congolais, eux, ne démissionnent jamais. Sous l'arbre, ils attendent toujours. De l'heure qu'est la vignette, nous voulons être à l'abri de tracasseries. Nous sommes allés vite en besogne, recouvrement forcé de la vente des vignettes et paiement de l'impôt foncier. Le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, est allé sensibiliser les magistrats pour apporter leur contribution au dépendant. Congolais est un contribuable censé payer son impôt foncier ou la taxe sur véhicules et autres. En campagne de sensibilisation pour le paiement des impôts et taxes, le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, s'est rendu au parquet général de la Cour de cassation pour appeler les magistrats, hommes de loi et de droit, de s'acquitter de cette obligation civique. Nous, magistrats du parquet général de la Cour de cassation, nous avons pris l'engagement de nous acquitter des obligations fiscales. En l'occurrence, le paiement de la taxe de l'heure qu'est la vignette. Nous voulons être à l'abri de tracasseries en cours de route par les agents placés dans des coins et recoins de la ville de Kinshasa. Nous voulons être des citoyens modèles. Je suis très flatté de l'engagement que tous les magistrats du parquet général, en commençant par le procureur général près la Cour de cassation lui-même et tous les autres magistrats, l'engagement qu'ils ont pris de s'acquitter de leurs devoirs citoyens, à savoir le paiement des impôts et taxes qui reviennent à la ville de Kinshasa. Juste après, c'était le tour du commissariat provincial ville-province de Kinshasa de recevoir le directeur général de la DGRK. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, confirme cet accompagnement pour doter le pays et la ville de Kinshasa le moyen de faire sa politique. La police est déjà sur le terrain pour appuyer les gens de la DGRK. Chacun doit payer la vignette maintenant parce que la police va commencer à arrêter les véhicules et les différentes fourrières sont déjà disponibles. Quand c'est un recouvrement forcé, il y a des pénalités. Qui que vous soyez, si vous avez un véhicule qui roule, vous devez payer la vignette. Félicien Koulouta est l'homme le plus heureux de cet appui de la Cour de cassation et de la police nationale congolaise. Depuis le 18 courant, le gouverneur avait déjà lancé le recouvrement forcé des vignettes. Et là, il avait instruit la police et la DGRK de se déployer sur le terrain donc, pour arrêter les défaillants. Payer l'impôt, c'est construire son pays. C'est le devoir civique de tous les Congolais. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Nous faisons un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de la commune de Kitambo et partout dans la capitale. Si vous avez aimé ce journal, sachez qu'il a été réalisé par Nono Manteko Ignace Chibangu, a connu le concours rédactionnel de Patricia Ungu sous la coordination de Cédric Kenina. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver les mercredis prochains. D'ici là, portez-vous bien.